Cette déclaration choc donc du patron de l'OTAN, c'est Jens Stoltenberg, alerte rouge sur les munitions pour l'Ukraine. La guerre en Ukraine consomme une énorme quantité de munitions et épuise les stocks alliés. Le rythme actuel d'utilisation de munitions par l'Ukraine est beaucoup plus élevé que notre rythme actuel de production. Bon, alors, retire clairement la sonnette d'alarme, Magali. Est-ce que ça veut dire pour autant que le risque de pénurie est là et va arriver plus tôt qu'on ne pouvait le penser ? Il est pris en tous les cas très très au sérieux, ce risque de pénurie. Alors Stoltenberg fait cette sortie parce que demain les ministres de la Défense de l'OTAN se réunissent et il est clair que cette question est vraiment en haut de leur liste. Il faut bien voir qu'en ce moment, l'Ukraine en gros tire entre 5 et 10 000 obus par jour. La production américaine pour 2023, c'est 20 000 obus par mois de produits. Donc 20 000, 10 000. Vous voyez bien, il y a un problème, il y a un véritable problème de stock. Ce n'est pas les Européens qui sont capables de remettre beaucoup au pot. On voit bien qu'il y a 3 décennies de sous-investissement dans la défense. Donc aujourd'hui, on ne peut pas remettre en place des lignes de production comme ça du jour au lendemain. Les Américains ont fait des efforts, mais on voit bien que ça ne suffit pas. Les Français aussi, on sort plus de canons César aujourd'hui des lignes de production de Nexter. Mais enfin, c'est 6 par mois contre 2. Contre 2 auparavant. Voilà, on a triplé. Alors c'est déjà bien, évidemment, mais voilà, c'est pour vous montrer, on peut faire des efforts. Mais en gros, il y a tellement, les Ukrainiens utilisent tellement de munitions aujourd'hui qu'on voit bien que c'est très difficile. Et c'est ce que Zelensky est allé dire quand il est allé à Bruxelles, c'est ce qu'il a dit aussi aux Britanniques. Il y a un besoin urgent aujourd'hui de faire davantage d'efforts. Le problème, c'est où est-ce qu'on trouve l'argent ? Comment est-ce qu'on remet en place ces lignes de production ? Est-ce que même on peut aller chercher au-delà de l'Europe, de l'OTAN. Enfin, quels sont les moyens aujourd'hui à disposition ? Si la guerre dure, il est certain que le problème des stocks va être majeur. Autre chiffre qui va exactement dans le sens de ce que vous nous avez dit, donné par la première ministre estonienne, les Russes envoient chaque jour 20 000 pièces d'artillerie et c'est l'équivalent, dit-elle, de la production mensuelle de toute l'Europe. On voit bien que la différence, elle est colossale, Didier. Il y a pas comment on peut régler ça ? On part de très très loin. Oui, alors on part de loin, c'est vrai. Les Américains ont d'ailleurs commencé eux-mêmes à monter en puissance. Ils vont eux aussi tripler dans l'année leur capacité de production d'obus. Les Allemands, ils sont peut-être un petit peu longs à la détente, mais ils s'y sont mis. Ils ont racheté une boîte qui s'appelle, je crois, Exostal ou Exal de Rheinmetall, a décidé de devenir le pôle de production d'obus de 155 et de munitions, enfin du 20 mm jusqu'au 155 mm. Et ils sont en train donc de remettre en place des usines avec un objectif d'une montée en puissance pour le mois de juin. Les Français ont travaillé, donc Nexter a passé un accord avec l'Australie, figurez-vous, pour ouvrir une chaîne de montage de munitions pareil de 155 pour les canons. Les Nexter fournira les munitions et les Australiens nous envoient la poudre, parce qu'on a un problème, on n'avait plus assez de poudre. Il y a après 2 structures au niveau européen, et ça c'est important, qui s'appelle l'OCAR, qui est en fait l'Office des achats de l'armement, et l'Agence européenne de défense, qui sont en train de travailler justement au déblocage des différents fonds qui permettraient aussi, par exemple, d'acheter de manière groupée. C'était une proposition qu'ont fait les pays baltes, comme on l'a fait pour le Covid sur les vaccins, par exemple chez les Pakistanais, qui en produisent beaucoup, des obus, ou ailleurs. Donc on est en train de mettre en place. Évidemment, c'est toujours un peu long au départ parce qu'encore une fois, c'était les dividendes de la paix. Petit à petit, on est en train de se rendre compte de ce problème. C'est un problème réel. Ce que moi, je trouve intéressant, c'est que sur les plateaux, etc., on parle beaucoup des avions, les machins, etc. En fait, la vraie question aujourd'hui, pour que ça tienne, le front, c'est du mortier, de l'obus de mortier, du canon, du 155. On en a besoin. Ça, c'est vrai. C'est vrai, Général, qu'on a tellement parlé des chars, on a tellement parlé des avions pendant des heures, et on a vu les avancées petit à petit. Est-ce qu'on n'a pas du coup un peu oublié que il faut des munitions pour mettre dedans ? Oui, alors, il faut des munitions pour les chars, mais ça ne tire pas autant que l'artillerie. Bon, après, c'est une guerre de position depuis maintenant plusieurs mois.
Et donc, c'est une guerre d'artillerie, Absolument. par définition. Ouais. Sans On n'avait tour. pas forcément anticipé au début. J'en pas à sais ce point-là, rien. quoi. Enfin, en tout cas, on avait vu plus de mobilité. Voilà. Après, je pense qu'il y a des obus et il y a des munitions qui sont plus critiques que d'autres. Je pense notamment pour les Américains, délivrer des roquettes d'HIMARS. À mon Ça avis, coûte c'est pas... très cher. Ça coûte cher, il faut les produire. Ouais. Donc là aussi, c'est pareil, il faut augmenter les stocks de production. Et on sait bien qu'il y a tout un tas de sujets. Les javelins, au début de la guerre, souvenez-vous, ces armes anti-chars, assez rapidement, les Américains ont assez rapidement dit que ça consommait plus que ce qu'ils étaient capables de produire. Et il y a toute une série de munitions comme ça. Bon, on est en train de passer dans une économie de guerre, une logique de guerre, et donc tout s'organise. Ce qui est rassurant, c'est que ça se fait sur un éventail de pays qui est quand même important. On n'a pas parlé des pays de l'Est de l'Europe, qui sont des anciens pays du pacte de Varsovie, donc on a quand même une capacité de production de matériel totalement adaptable ou de munitions totalement adaptables au matériel des Ukrainiens, parce que c'était les mêmes. Hein. Ouais, ils savent faire. Ouais. Standardisation, je pense aussi, qui doit permettre de pallier un certain nombre de choses. Il y a aussi cette solution que vient d'évoquer Didier Magali, c'est une sorte de coopération européenne. Écoutez, c'est vrai que c'est venu des pays baltes et notamment de la première ministre estonienne. On l'écoute. Je pense que nous avons tous examiné les entrepôts et vu ce que nous avons, mais nous devrions faire davantage et donner un signal clair à l'industrie européenne de la défense pour qu'elle produise davantage. Je pensais que nous pourrions peut-être utiliser un mécanisme semblable à celui que nous avons utilisé pour les vaccins contre la Covid. Les pays européens fourniront des fonds, la Commission européenne s'en procurera et ils seront envoyés directement en Ukraine parce que le prix augmente avec chaque retard, avec chaque hésitation et cela pourrait accélérer le processus de sorte que l'Ukraine obtiendra l'aide militaire en mois et pas en années. Alors, c'est intéressant, Magali, parce qu'elle fait le parallèle avec le vaccin contre le Covid, qui n'était pas une prérogative européenne à ce moment-là, tout comme la défense n'est pas non plus une prérogative européenne. Absolument. Et la Commission, en effet, avait décidé de centraliser les achats de vaccins pour que ça coûte moins cher et puis que ce soit aussi plus efficace. Et en fait, c'est ça qu'elle dit, la Première ministre estonienne, c'est faisons en sorte de réduire au minimum les retards et puis donner aussi des perspectives, parce que c'est ce qu'elle explique après aux industries de défense européennes pour qu'elle ait visibilité. Ils ont besoin de visibilité. Ils ont besoin de visibilité, de garantie, et c'est ça aussi que pourrait apporter la Commission. C'est en tous les cas donc ce qu'elle propose. Quand elle a proposé ça en fin de semaine, donc à Bruxelles, ça a quand même fait beaucoup parler, parce que c'est vrai que la Commission devait se mettre un peu sur le dossier, et puis manifestement, il y a quand même certains retards. Et donc voilà, cette proposition revient vraiment au cœur des débats et va, encore une fois, être débattue dans les prochaines semaines. Alors, ce qui peut faire que ça va marcher, c'est comme d'habitude, ceux qui freinaient le plus sur les questions d'armement, etc., c'est les Allemands. Mais là, comme ils pensent qu'ils veulent peut-être être au centre de la production et qu'ils voient les marchés, parce que l'air de rien, l'air de rien, le coût des chars, là, derrière, les prochains modèles de chars européens, etc., en fait, finalement, les industries de défense sont en train de se rendre compte que là, les Américains, sur la question des stocks, c'est fondamental. Dans chaque discussion internationale, avec Zelensky, mais avec ses partenaires, Joe Biden dit attention, moi, il y a une limite à ce que je donne parce que je veux garder un stock suffisant pour être dissuasif par rapport à la Chine. Il ne faudrait pas que les Chinois se disent ça y est, les Américains n'ont plus d'armes, on peut y aller. Donc, tout ça, donc évidemment, aujourd'hui, on est quand même sur une. Voilà, ça va remonter en puissance. On a quand même tellement tapé dans les effectifs, les stocks, etc. Il va falloir tout regonfler au niveau que ça avait dans les années 80, qui était quand même le minimum. Ouais. Donc, alors, il faudrait que les industriels de la défense, en général, aiment bien avoir des garanties en avant. Enfin bon, s'ils attendent trop, les Allemands, ils sont déjà en train d'investir. Il y a les Baltes et je crois que c'est les Suédois qui font aussi, qui voient qu'ils sont en train de passer des. Là, j'avais un petit déjeuner avec le chef d'état-major de l'armée estonienne. Ils ont acheté 3 années de production de munitions à l'Espagne. Donc c'est des vrais marchés. C'est de l'ordre de 200 millions, etc. Mais c'est pas rien à la sortie. Ouais. Donc il y a des vraies choses. Il ne faut pas trop attendre non plus. Général. Ouais, non, je crois que la différence, elle n'est pas finalement entre les pays européens, américains, mais elle est plutôt entre le monde occidental et les Russes. D'un côté, vous avez des Russes qui ont une économie qui est complètement administrée, avec des entreprises d'armement qui sont en fait
prêt à répondre à la demande du Kremlin et de l'état-major russe. Et c'est financé en avance. Donc, s'ils veulent financer des années de stock, ils sont capables de le faire, je dirais, plus facilement que les économies libérales, où en face d'une dépense, en face d'une dépense, il faut pouvoir mettre quand même de la production, etc. Ou plutôt, pour augmenter la production, il faut pouvoir mettre une dépense et un budget. Ouais. Et c'est ça qui se passe. Et on parlait des Allemands. Les Allemands, ils ont dit il y a 1 an, on va mettre 100 milliards d'euros sur notre défense. Ils ont acheté des équipements américains, notamment des F-35, mais ils en ont aussi probablement gardé pour cet effort-là. C'est-à-dire qu'un industriel, il faut qu'il ait chez nous, avant d'investir, recruter, embaucher des gens, investir dans une nouvelle ligne de production, il faut quand même qu'il ait une perspective de pouvoir rentabiliser son investissement, parce que sinon, c'est l'entreprise qui coule et on ne sera pas mieux loti. Donc, je pense que c'est quand même comme ça qu'il faut le voir. Et là, aujourd'hui, les Allemands, ils sont capables de donner beaucoup de visibilité à leur... et pas nous ? Certainement aussi. D'ailleurs, c'est une des dernières conclusions de votre programmation ? Des séminaires. Non, oui, des séminaires que fait le ministre de la Défense. Il a dit on va donner plus de visibilité à nos industriels pour qu'ils investissent dans leur outil de production. Ouais. Voilà. Il y a cette possibilité. Il y a aussi une autre possibilité qui a été évoquée dans la presse britannique ce week-end. Et c'est vrai que là aussi, c'est une initiative qui fera parler, si elle se confirme, la possibilité, Magali, de construire carrément une usine sur place, sur le sol ukrainien. Ce qui semble compliqué, parce que les Russes y frappent quand même un petit peu. Comment on ferait pour la protéger, cette usine ? C'est le Télégraphe, en effet, qui sort cette affaire et qui explique qu'il y a même des Britanniques qui sont allés, des industriels qui sont allés en repérage sur place pour essayer de faire en fait des co-entreprises. C'est-à-dire que les Britanniques montraient avec les Ukrainiens, en effet, des usines de munitions ou d'armement. Là aussi, l'idée, c'est qu'il y a des marchés à prendre, et les Britanniques aussi sont dans les starting blocks pour prendre leur place dans la file. Alors, il a été manifestement, en tous les cas, c'est ce que dit le Télégraphe, question de ça lorsque Zelensky est allé à Londres, et il en a parlé notamment avec Rishi Sunak. Est-ce que tout ça va pouvoir se faire ? Comment, en effet, protéger ces unis ? Manifestement, quand même, les industriels ukrainiens sont particulièrement intéressés. Vous savez, en plus, c'est quand même un pays où il y a des experts de l'armement. Dnipro, par exemple, c'était un peu le Toulouse ukrainien, où il y avait vraiment une industrie de l'armement extrêmement prospère, notamment pendant toutes les années soviétiques. Donc il y a quand même une base industrielle qui est extrêmement forte. Alors c'est vrai qu'après, comment faire concrètement ? C'est évidemment la question, mais c'est c'est l'une des pistes qui serait envisagée, en tous les cas, à croire à la presse. Ça vous paraît possible, Didier ? Ce serait évidemment la cible numéro 1 pour les Russes. Oui, alors c'est vrai que l'Ukraine était l'une des républiques qui produisait beaucoup pour l'Union soviétique en termes de défense, particulièrement dans les missiles. Dans les avions, puisque c'est eux qui faisaient tous les grands Antonov, etc. Donc ils ont des compétences. Le problème, c'est parce que, à part pour les avions, et l'essentiel de l'industrie lourde, des armements, métallurgie, etc., était à l'Est. Donc là où il y a aujourd'hui la ligne de front. Donc ce ne serait pas idiot à terme. Aujourd'hui, ça me paraît un peu compliqué à monter. Après, il ne faut jamais dire il n'y a pas ta taille. L'idée, c'est si l'idée est bonne et qu'il y a des possibilités, il faut les explorer. Les Britanniques sont malins là-dessus. Je ne suis pas certain que ça se passe tout de suite, mais ça pourrait être une des solutions. En tout cas, il faut regarder, c'est pas idiot. On sent bien en tout cas qu'effectivement, toutes les pistes sont explorées en ce moment pour pouvoir répondre à cette demande express du président Zelensky, relayée donc indirectement par le secrétaire général de l'OTAN. D'autant que de l'autre côté, les Russes, eux aussi, depuis 1 an, ils ont ce problème-là de munitions, parce que vous avez vu, pratiquement 20 000 obus qui sont tirés chaque jour, il faut produire derrière. Et l'industrie russe, elle a commencé à s'adapter, comme nous l'explique notre correspondant à Moscou, Jérôme Garraud, qui est avec Gilles Parot. Il faut bien comprendre qu'en Russie, vous avez des villes-usines conçues dans les années 30 et dont la chaîne de production fonctionne toujours. Ce sont des usines qui ont été imaginées sous l'ère soviétique pour pouvoir ravitailler l'armée, même en cas d'invasion du territoire russe. Par exemple, le principal fabricant de chars de combat se trouve à plus de 1600 km de Moscou, derrière l'Oural, loin d'un éventuel front en Europe, loin d'éventuels sabotages. Tous ces endroits fonctionnent à plein régime depuis plusieurs mois. Vladimir Poutine lui-même, en décembre dernier, a pris la parole pour demander aux directeurs de ces usines d'augmenter encore la cadence. Alors que la Russie fabrique encore des obus, ce n'est pas si surprenant.
Ce qui est plus étonnant, c'est qu'elle parviendrait toujours à fabriquer des missiles de croisière. En tout cas, c'est ce qu'affirme un groupe d'enquêteurs, de chercheurs basés au Royaume-Uni. Ça veut dire que si la Russie est capable de fabriquer des missiles de croisière, des missiles de précision, c'est qu'elle a accès à des semi-conducteurs. Or, en théorie, c'est impossible avec les sanctions occidentales. Ça veut dire que via le marché parallèle, la Russie peut contourner les sanctions, importer des semi-conducteurs et parfaire son armement. On voit bien, général, hein, les Russes, ils ont les structures, ils ont le savoir-faire, ils arrivent même à contourner les sanctions, manifestement. Hein. Oui, alors les contourner ou à s'adapter aux sanctions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des hypothèses comme quoi les semi-conducteurs qu'ils utiliseraient ne seraient pas forcément ceux qu'on mettrait nativement dans un missile de croisière, mais ça fonctionnerait tout aussi bien. Ce ne seraient pas forcément des semi-conducteurs qui feraient partie des catégories sanctionnées. Ah oui ? Oui, parce que bon, vous pouvez avoir plusieurs types ou dizaines ou centaines de composants électroniques. Et probablement ont-ils réussi à bricolent, quoi. Avec des composants électroniques pas sous sanction un certain nombre de choses qui fait que ça marche peut-être pas à coup sûr et aussi bien que quand vous mettez le très bon composant électronique, etc. Mais ça fonctionne, quoi. Voilà. C'est une hypothèse. On met des semi-conducteurs génériques, Didier. En fait, oui, ils utilisent. Enfin, donc, évidemment, ils ont beaucoup de mal. À part par un peu de trafic, mais ça suffit. Ça ne permet pas de faire une production massive. Ils ne peuvent pas avoir du matériel aux standards militaires, ce qu'on appelle les standards militaires. Effectivement, ce qu'expliquait Général de Saint-Quentin, c'est des choses dont on est absolument certain qu'elles marchent. Ça coûte très cher, c'est très compliqué, mais nous, c'est ce qu'on utilise. En plus, il y a des normes OTAN, etc. Donc ça, ils ne les ont pas. Mais en fait, il semblerait qu'ils aient adapté des composants civils qui, eux, ne sont pas sous sanction et qu'on peut trouver en Chine ou ailleurs, en Turquie, en ce qu'on veut, etc. Enfin, avec des centrales d'achat. Et en fait, ils prennent un petit peu plus de risques en termes de standards de notre point de vue. En fait, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Hein. Puis une fois comme ils cherchent pas vraiment automatiquement à faire de la précision millimétrique. On voit, ils tirent sur des villes, ils tirent sur des. C'est pour ça que ils arrivent encore à faire ça. Et c'est pour ça que leur stratégie, c'est une stratégie de taper des infrastructures, parce que les infrastructures, en termes de ciblage, c'est pas très compliqué, ça bouge pas. Vous voyez qu'ils ont beaucoup plus de mal. On les a pas encore vus frapper une seule fois un convoi. Parce que là, c'est de la cible mobile, c'est du renseignement, c'est des armes adaptées. Mais pour ce qui est de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire bombarder des gros objets. Avec des gros objets, ça, ils y arrivent. Et sur les infrastructures, Magali, c'est vrai qu'on a déjà vu, lors des semaines passées, des exemples de, par exemple, un centre commercial qui a été transformé en usine d'armement. D'ailleurs, la population n'était pas très, très contente. Ouais. Mais c'est vrai qu'en Russie, c'est plus facile de retrouver les usines d'armement d'autrefois pour continuer à produire des munitions et des armes. Oui, bien sûr. Et puis Poutine, en plus, vraiment, se met véritablement en scène, en train de faire la leçon au directeur d'usine, au chef de l'armement. C'est vraiment un sujet qu'il a pris à bras-le-corps depuis le début. Et c'est vrai qu'on a toute une économie qui est au service de la production. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bidouillage. Manifestement, ils ont quand même réussi à anticiper certains effets des sanctions. Et ils se débrouillent, mais vaille que vaille, ça continue à sortir des usines. Et on a, par exemple, Medvedev, qui toutes les semaines, pratiquement, va faire une visite, se met en scène, mais pour bien faire passer ce message. Au-delà, c'est le message qui est passé, c'est aux Occidentaux que les Russes ont de quoi tenir. Ouais. C'est quand même ça l'idée. Hein. Ils sont capables de transformer leur économie en une économie de guerre réelle, alors qu'en Europe, on est encore très loin, évidemment. Oui, en fait, le message, mais il est le même. En fait, depuis le mois d'octobre, il y a un message qui est relativement cohérent de leur point de vue. Enfin, avant, vous ne comprenez pas très bien. Là, c'est cohérent. C'est on mobilise, on peut durer. On produit, on a une économie de guerre, on peut durer. On négocie pas, on va durer. C'est nous, le temps est pour nous. C'est ça qu'ils disent. Ouais. Après, j'en sais rien, on verra bien. Mais de toute évidence, là, le message est cohérent. On voit pareil sur la propagande. Enfin, tout est là-dessus. On est capable, on a la masse, on a l'habitude, on n'a pas peur des pertes, on tiendra, vous fatiguera avant nous. C'est ça l'idée.